Salut les amis et bienvenue sur Film Colique. Donc on attaque directement l'épisode 3 de Rise of Empires Ottoman et on commence avec du lourd, du très très lourd quand même. Ici nous avons affaire à l'un des plus grands fantasmes des occidentaux. Oui, je parle du harem. Ça se prononce harem, mais on va dire harem. Dans cette scène il y a tellement de fausses informations qui circulent. Commençons déjà directement par le mot harem. Ce mot est emprunté de l'arabe, donc haram, ce qui est interdit. Ce terme est appliqué aux femmes qu'un étranger à la famille n'a pas le droit de voir. Dans la tradition musulmane, c'est la partie de la demeure strictement réservée aux femmes. Voilà, déjà ça c'est fait, on a la définition. Ensuite, il y a une décence quand même dans l'Empire ottoman. Ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas les Occidentaux, etc. Cette vision du harem ne reflète absolument pas la réalité des choses. Des femmes nues se trimballant comme ça, etc. C'est impossible. C'est absolument illogique. Et je ne parle même pas du messager qui rentre normal dans le harem, la partie hammam, et qui vient voir Mara Brankovic. Un truc de fou quand même, hein. Le type il rentre normal dans le hammam, c'est la fête, accès ouvert à tout le monde. Repensez quand même à la définition que je vous ai donnée il y a 2 secondes. Dans la scène suivante, le sultan Fatih Mehmed décide donc de libérer sa belle-mère, car elle ne sert plus à rien ici à Edirne, étant donné que le sultan Murad II est décédé. Donc Mara Brankovic pense que le sultan veut se débarrasser d'elle parce qu'il ne veut pas d'elle dans les parages, mais non, au contraire, le sultan demande donc à Mara Brankovic de retourner chez elle. Entre guillemets, Mara va être l'espionne du sultan à l'est de l'Europe. Donc nous avons une nouvelle attaque du sultan Fatih Mehmed, mais cette attaque est aussi ratée, et ceci est compréhensible. Il suffit de regarder le système de tranchées et de remparts présents, le désavantage est énorme côté ottoman. Nous sommes donc à la 3e semaine du siège, et nous voyons plein de petits bateaux. Ces petits bateaux sont appelés kadırga. Ce sont vraiment des bateaux ordinaires et simples, sans rien de spécial. La flotte ottomane est composée d'environ 126 kadırga, et nous voyons que ces bateaux sont bloqués, ils n'ont pas accès à la Corne d'Or. Comme on peut le voir, la ville de Constantinople est protégée naturellement par la mer, des 3 côtés, et le côté qui est terrestre est composé de tranchées et de remparts impénétrables. Donc l'accès à la Corne d'Or est bloqué à cause de la chaîne qui relie les 2 forteresses, et qui appartiennent donc à Constantinople. Et le sultan Fatih Mehmed sait qu'il est impossible de conquérir la ville de Constantinople si la force navale est indisponible. De plus, les remparts que l'on voit en rouge sont les remparts de la Corne d'Or, qui sont beaucoup plus faibles que ceux qu'on a vus au début de la série. Lors de l'épisode précédent, nous avons dit que le pape avait envoyé donc des renforts, et pour cette raison, le sultan Fatih Mehmed fait appel à Baltaoğlu Süleyman. Donc Baltaoğlu, donc Balta ça veut dire hache, et Oğlu ça veut dire fils de. Donc ça signifie le fils de la hache. Et donc il lui donne le commandement de la force navale. Nous voyons donc les renforts arriver, composés de 4 navires, pour être plus précis, ce sont des galions, donc des grands navires européens très sophistiqués. Bien sûr, l'empereur Constantin XI et Giustiniani sont heureux de voir ces renforts arriver, mais le problème est de savoir si les renforts vont réussir à passer ce blocus de 126 bateaux ottomans, de kadırga comme je l'ai dit. Pendant ce temps, les Ottomans essayent bien sûr une autre tactique, c'est-à-dire qu'ils creusent des tunnels pour avoir accès à Constantinople d'une autre manière. Ceci fut aussi un échec, car l'empereur Constantin XI avait à sa disposition un expert, un type qui arrive à te dire où exactement un tunnel est en train d'être creusé, juste avec un seau d'eau quand même. Historiquement, tout ça c'est vraiment passé, donc j'ai rien à dire là-dessus. Ensuite nous revenons donc, nous arrivons au moment fatidique tant attendu, les navires de guerre italiens versus le blocus naval ottoman. Donc 4 navires chrétiens, des galions, apparaissent, 3 contiennent des soldats et le 4e surtout de la nourriture. Comme je l'ai déjà dit, les Ottomans avaient des petits bateaux appelés kadırga. Ce sont vraiment des bateaux ordinaires, alors qu'à cette époque, les Européens disposaient déjà des galions. Donc un kadırga face à un galion, c'est comme un lion face à un chat, on est d'accord. Donc les navires génois avaient l'avantage sur les petits bateaux ottomans. La stratégie navale ottomane était donc de mettre le feu sur les voiles afin de stopper les bateaux génois. Ceci a marché un moment, mais ensuite, lorsque le vent se leva, les galions génois ont pu traverser donc le blocus ottoman.
Revenons maintenant un instant à nos tunnels. Donc ils ont réussi à trouver l'endroit où le tunnel était en train d'être creusé, et ils jettent donc du feu grégoire, une ancienne version du napalm qui brûle pendant des heures tout ce qu'ils touchent. Bien entendu, toutes les personnes dans le tunnel ont cramé direct. Donc ce feu grégoire a aussi été utilisé dans Game of Thrones, pour ceux qui ont regardé la série. Donc ensuite, combat naval entre les 126 bateaux de la marine ottomane, incapables de stopper donc ces 4 navires génois, dont seulement 3 étaient militaires. Une grosse déception du côté ottoman, baisse du moral des troupes bien sûr. On appelle donc le responsable de cet échec, qui est Baltoğlu Süleyman, et là on voit le sultan super énervé et en colère, il veut directement exécuter Süleyman. Mais genre, les membres de l'armée essayent de le calmer, etc. En réalité, cela ne s'est pas du tout passé comme ça. Oui, le responsable de cet échec est amené devant le sultan Fatih Mehmet, mais lorsque Fatih Mehmet remarqua les blessures, etc. de Baltoğlu, il décida de l'épargner. Or ici on a l'impression que c'est parce que les gens de l'armée lui ont dit fais pas ça, c'est un gars bien, qu'il l'a pas fait. Et de toute façon c'est assez récurrent ce truc dans cette série. Dès que le sultan Fatih Mehmet fait quelque chose de bien, c'est grâce aux autres. C'est tellement débile, je reviendrai dessus plus tard. Donc les Romains, bien sûr, fêtent la victoire et le peuple regagne confiance et espoir. C'est ici que le grand-duc Łukasz Notaras intervient auprès de Constantin XI. Il lui dit clairement « Écoute, on devrait utiliser cette victoire à notre avantage pour signer une trêve avec les Ottomans. » Mais non, l'empereur Constantin XI refusa car il a trop pris la confiance et avec ce qu'il venait de se passer, et ce qui est tout à fait normal. Donc les autres personnes présentes, dont Giustiniani, l'accusèrent de penser qu'à lui-même et à l'argent qui lui ferait perdre cette guerre. Encore une fois, nous avons affaire à Mara Branković. Genre limite à croire c'est le bras droit du sultan Fatih Mehmet. Elle joue un rôle beaucoup trop important dans cette série. Dans la réalité, son impact dans la conquête de Constantinople est vraiment négligeable. Donc elle reçoit une lettre du sultan Fatih Mehmet qui fait part des mauvaises nouvelles et elle décide de voir son père qui est en réunion avec les Hongrois afin d'attaquer les Ottomans. Le sultan Fatih Mehmet reçoit donc la lettre d'avertissement de Mara Branković car les Serbes et les Hongrois risquaient d'attaquer les Ottomans au nord-est des frontières. Nous voyons une magnifique vue n'empêche de Constantinople dont la Sainte Sophie éclairée. Ensuite, le grand-duc Łukasz Notaras trouve un pacha secret pour rejoindre son homologue ottoman Chandarlı Halil Pacha, donc ce qui est le grand vizir comme on l'a dit. Et donc, il se fait capturer par des janissaires qui lui donnent une bonne claque ottomane, appelée en turc Osmanlı Tokatı. Donc ces traces sur le visage en dit long. Łukasz se retrouve donc dans la tente de Chandarlı Halil Pacha et ils veulent mettre en place une trêve. Bien sûr, Chandarlı Halil Pacha est content car ceci l'arrangeait et il essaiera plus tard donc de convaincre à maintes reprises le sultan Fatih Mehmet afin de mettre fin à ce siège et de signer une trêve. Bien sûr, le sultan Fatih Mehmet refusa à chaque fois cette proposition. Ensuite, c'est là que le sultan Fatih Mehmet a eu une idée de génie, qui était donc de contourner ce blocus, donc à cause de la chaîne qui relie les deux forteresses, comme je l'ai déjà dit. Contourner comment ? En passant les bateaux sur la terre, et en les mettant directement de l'autre côté du blocus, dans la Corne d'Or. C'est là que le sultan décide de parler de son idée de génie à Zaganos Pacha et lui demande de garder le secret, et de ne en parler à personne, surtout pas Chandarlı Halil Pacha. Donc l'épisode se termine ici, vraiment un épisode très intéressant avec très peu d'erreurs historiques, donc note 8 sur 10 facile. N'oubliez pas de vous abonner et de partager, et à très vite, ciao ciao.